L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes denrées non périssables, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous présente mon Quad 9 Vince du mois de juin 2019. Dans cette vidéo, si vous n'êtes pas familier avec le concept, eh bien, je vous partage mes différentes expériences de jeu. Donc, quel jeu que j'ai joué dans le mois de juin, ce que j'en pense. Et j'essaie de faire ça le plus bref et concis pour les différents jeux que j'ai joués parce que j'en joue habituellement beaucoup. Mais finalement, c'est jamais vraiment court ces vidéos-là. Donc, je dépasse tout le temps le 40 minutes et je m'en excuse. Mais si vous trouvez que c'est long et que vous n'êtes pas intéressé d'écouter la vidéo en entier, alors je vous encourage grandement à aller voir dans la description de cette vidéo. Vous trouverez des timestamps, des marqueurs de temps qui vous indiqueront non seulement les jeux auxquels j'ai joué et que je vais mentionner, mais aussi les moments précis auxquels j'en parle. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer, si vous êtes sur un ordinateur, sur le petit onglet du temps, les minutes et les secondes auxquelles j'en parle. Ça vous amène directement à ce moment-là dans la vidéo. Et ben, vous écouterez ce qui vous tente là-dedans. Les statistiques de la chaîne. Tout d'abord, on veut souhaiter la bienvenue à nos 207 nouveaux abonnés. Alors, bienvenue sur l'école du jeu. J'espère que vous allez apprécier les vidéos. Laissez-nous, partagez-nous votre opinion. Laissez-nous savoir ce que vous pensez des choses. Et surtout, si on veut avoir votre opinion sur quelque chose, n'hésitez pas à le faire. On est très réactif aux messages et on aime beaucoup entretenir cette espèce de relation multimédiatique, si je pourrais dire, avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On veut créer cette belle communauté-là autour du jeu. Autrement, on a aussi accumulé un total de 56 000 visionnements, c'est-à-dire que toutes les vidéos publiées sur la chaîne nous ont ramené 56 000 visionnements. Je dis nous ont ramené, mais tu sais, c'est juste... Ça l'a amené à créer 56 000 visionnements, ce qui est au-dessus de notre moyenne d'environ 3 à 4 000 visionnements. Et c'est très intéressant, puis on aime ça parce que habituellement, le mois de juin, c'est un mois plus tranquille parce que les gens commencent à sortir. Hein? En avril, ne te découvre pas d'un film, mais en mai, tu peux te déshabiller. Donc, les gens commencent à sortir, hein, surtout pour le mois de juin. Et donc là, ça fait moins de visionnements des fois sur la chaîne. Mais là, ça en a créé davantage. Écoute, c'est une belle surprise, donc on est vraiment content par rapport à ça. Sinon, on continue avec 20 nouvelles vidéos qui ont été publiées sur la chaîne. Donc, on vous a amené 20 nouvelles vidéos sur différents sujets, différents contextes, etc. Donc, très très le fun. Ça vous fait plus de contenu à écouter. Et sinon, la vidéo la plus visionnée ce mois-ci sur la chaîne, c'était le top 6 des jeux auxquels Sylvain a joué le plus longtemps. Donc, les différents jeux, pas nécessairement le nombre de parties qu'il a joué, mais vraiment le nombre d'heures qu'il a investi dans le jeu en question. Très intéressant comme vidéo. Donc, on sort un peu des sentiers battus dans le genre de top qu'on voit habituellement. Mais quand même, ça vous intéresse d'aller voir ça, vous pourrez aller regarder dans le petit onglet information, le petit i là, que je vais placer. Je pense qu'il va apparaître ici ou là. Bref, vous irez voir, je vais le placer là. Donc, vous irez voir si ça vous intéresse. C'est maintenant le temps que je vous partage les différentes expériences ludiques que j'ai vécues dans le mois de juin. Alors, on va commencer tout d'abord avec les jeux auxquels j'ai joué lors des Meeple Olympiades. Si vous n'êtes pas familier avec les Meeple Olympiades, c'est un événement qui se passe ici au Québec, à Sorel-Tracy, organisé par le professeur Board Game, donc David Couteau. Merci beaucoup David d'ailleurs pour l'invitation. J'avais l'opportunité d'être avec Martin Lafrenière et Martin Montreuil de la zone jeux de société et de la Société des jeux. Et finalement, j'avais aussi la chance d'être avec JP. Donc, c'était une belle journée où est-ce qu'on s'est rendu à Sorel et on a participé à cet événement-là. Si vous ne connaissez pas le concept, en fait, c'est qu'on crée une équipe de 4 personnes. Et ces 4 joueurs-là vont compétitionner contre d'autres équipes dans différents jeux. Alors, on va avoir différents jeux auxquels on va jouer et on va en fait comptabiliser des points et dépendamment de notre position dans chacune des compétitions de jeu, eh bien on va obtenir des points pour notre équipe et évidemment à la fin de la journée, l'équipe ayant le plus de points va gagner un grand prix et une médaille. Donc c'était vraiment vraiment le fun comme événement, un superbe et gros succès, beaucoup de gens, vraiment là c'était
Le fun au bout. Merci beaucoup, David, d'avoir organisé cet événement-là. Donc, le premier jeu que je vais vous parler, que j'ai joué, c'était Seven Wonders. Et je dois avouer que Seven Wonders se prête vraiment bien dans ce genre de compétition-là. Parce que on peut, en fait, faire ce que j'appelle du hate draft, donc du repêchage haineux. On va aller prendre des cartes des autres joueurs, que les autres joueurs veulent absolument pour que les autres ils puissent ne pas scorer le maximum de points. Et surtout, c'est un jeu qui est le fun de commencer à juste mettre son côté compétitif de l'avant. Vraiment, c'est un jeu qui se prête super bien à ce genre d'événement-là. Donc, vraiment, j'ai vraiment aimé mon moment avec tous ces gens-là. Et surtout, bon, ça m'a permis de connaître des gens que je connaissais pas. Donc, ça, c'est le fun aussi parce que vraiment, on s'assoit avec des gens et on le sait que c'est des jeux de société. Donc, oui, on est compétitif, mais on se prend moi, je me prends jamais trop au sérieux. Tu sais, je le fais parce que je veux être dedans, mais au final, à la fin de la partie, il n'y a pas de tape dans la main comme dans les sports, où est-ce que, tu sais, on fait ça un peu par esprit sportif, mais que finalement, on le pense pas vraiment. Mais là, présentement, dans ce jeu-là, eh bien, puis en général, ben là, on est là, puis on jase, puis, ben écoute, ça nous donne très facilement de pouvoir faire une partie ensuite avec ces gens-là de d'autres jeux. Donc, Seven Wonders, c'est vraiment bien prêté à cette compétition en question. Un autre jeu que j'ai joué dans cette compétition, Blue Lagoon. Et Blue Lagoon, je n'y ai joué qu'une seule fois, et c'était l'an passé lorsque David l'avait ramené du Gen Con. On avait joué à 2 joueurs seulement. J'avais bien aimé, mais c'était pas quelque chose qui m'avait vraiment charmé. Je trouvais que c'était très redondant, mais à 4 joueurs, et surtout, encore une fois, dans une compétition, bon, là, on est plus à l'affût de qui va faire des points et comment est-ce qu'ils vont faire des points. Donc, on veut, en fait, bloquer les autres joueurs. On veut vraiment s'assurer qu'il y a une espèce d'équilibre. Et je réalisais à quel point que l'équilibre dans ce jeu-là peut facilement être déstabilisé si un joueur décide de vraiment vouloir nous mettre des bâtons dans les roues alors qu'il y en a un autre qui commence à s'envoler dans les cieux avec les points. Eh bien, ça se peut que ça se passe, ça se peut que ça l'arrive. Donc là, vraiment, cette espèce d'équilibre-là qui peut être facile, qui est chambranlante, a rendu pour moi le jeu un peu plus intéressant, où est-ce qu'il y a une interaction plus profonde peut-être que ce que j'aurais cru qu'il y avait quand j'y ai joué à 2 joueurs. Maintenant, à 4 joueurs aussi, on est très tassé, on est très serré sur le plateau. Il faut vraiment prendre des décisions qui sont importantes, qu'il faut vraiment s'assurer qu'on décide d'aller vers cette direction-là et prioriser aussi l'ordre d'importance dans lequel on veut faire les choses. Mais bref, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Peut-être une stratégie, par contre, qui me semblait à mes yeux plus gagnante, ce serait d'aller récupérer des ressources sur le plateau. Je trouvais que ça avait l'air plus payant à long terme. Mais bon, ça se peut que je me trompe aussi, ça se peut que ce soit pas nécessairement vrai. Mais bref, donc j'ai quand même apprécié mon expérience somme toute. Puis je serais prêt à y rejouer probablement à 4 joueurs à cause de sa simplicité, mais qu'il y a une belle profondeur derrière ce jeu-là. On a aussi fait une méga grosse partie de 60 joueurs de Welcome. Et je dois avouer que c'était vraiment drôle parce que c'est le genre de jeu qui se prête vraiment bien à ça. C'était vraiment ironique. Je trouvais qu'on était dans une bibliothèque, tout d'abord, dans une école secondaire, et là, tout le monde joue à Welcome. Et je trouvais que c'était vraiment drôle le contexte parce que, tu sais, on se rend compte que ce jeu-là peut facilement devenir comme un genre d'examen. Tu sais, admettons, comme si c'était une dictée qu'un professeur donnait. Et là, on l'avait dans une bibliothèque et on était tous assis. Puis là, moi, je faisais ensemblage, je niaisais. Je disais, ça, c'est une question piège, tu sais, mais c'est pas une question piège, c'est juste des cartes avec des chiffres. Puis j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça le fun. Je trouvais que l'ambiance était vraiment propice à ce qu'on puisse juste partager notre plaisir à 60 joueurs, même si c'est un gros nombre de gens. Eh bien, t'as quand même l'envie de vouloir parler avec les autres, puis tu sais, dire comment est-ce que tu te ressens par rapport au jeu. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment
vraiment une belle expérience, puis ça s'est vraiment bien déroulé, et je pense que ça, c'est une beauté que les Roll and Write possèdent, c'est-à-dire que c'est facile de jouer à plusieurs, à un nombre excessif de joueurs, parce que tout ce qu'on a besoin, c'est le papier en question et un crayon, et après ça, on est parti. Puis c'était vraiment drôle aussi de voir l'organisateur puis les différents bénévoles faire la correction de Welcome, donc encore une fois un contexte scolaire, académique qui est présent dans Welcome, et j'ai pas gagné, mais c'est pas grave parce que vraiment c'est une belle expérience Welcome à plusieurs joueurs, et je recommanderais vraiment quand vous êtes un grand groupe, admettons 20 personnes, vous savez pas trop, il y a beaucoup de jeux, ben des fois ça pourrait être cool de juste se dire ok, on joue une game de Welcome à la gang, puis au pire, bon, on va tout caler les cartes, puis that's it. Puis ce serait vraiment intéressant de pouvoir refaire cette expérience-là dans un autre événement du même style. Mais bref, donc, je sais pas si vous avez déjà joué à Welcome à un grand groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous l'avez déjà fait, ben dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience, puis c'était quoi le contexte, et comment est-ce que vous avez réagi face à tout ça. Bref, je serais curieux de connaître ça. Donc les jeux que j'ai mentionnés étaient la partie compétitive, donc il y avait d'autres jeux qui étaient à l'avant-garde dans la compétition, mais tous les autres jeux que j'ai joués c'était avec d'autres gens de la compétition, et je dois avouer que j'ai vraiment eu du plaisir à jouer à tous ces différents jeux-là avec plein de monde. On a tout d'abord sorti Franchise, donc JP en a parlé dans son coin neuf. Je me permets de reparler de ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est fabuleux, extraordinaire, qui mérite vraiment d'être joué, d'être apprécié à sa juste valeur. C'est un jeu qui est passé en dessous du radar en 2018 et je ne comprends pas pourquoi, parce que ce jeu-là est simple, accessible, facile à comprendre, très peu de règles, mais c'est tellement difficile et c'est tellement interactif comme jeu qu'on a vraiment de la difficulté à être capable de voir vraiment s'il y a une stratégie qui est gagnante. Et en plus de ça, bon, ça fait quoi, 3-4 games que je joue et j'ai juste joué au jeu de base, c'est-à-dire qu'on place les tuiles aux endroits correspondants puis that's it. Mais il y a plein de différentes manières de pouvoir jouer et j'ai en plus les extensions, les Queenies qui appellent. Donc j'ai vraiment hâte de le remettre sur la table, d'essayer ces extensions-là, de voir c'est quoi les différentes possibilités par rapport à ce jeu-là. On a joué à 5 joueurs et je pense que le plus de joueurs qu'il y a autour de la table, le mieux c'est, et ça se joue très rapidement. Somme toute, on parle d'une expérience de peut-être 1h15, incluant les règles. Donc c'est vraiment un jeu qui est le fun, qui est agréable, puis je le recommande vraiment ce jeu-là. Si vous n'avez pas la chance d'y jouer, essayez de vous trouver une copie, puis essayez le coup. Puis sérieusement, je pense que vous allez être surpris par ce jeu-là qui a vraiment une belle profondeur, qui a vraiment que des qualités que j'ai à lui donner. J'ai rejoué aussi à Vindication, un jeu qui était seulement disponible sur Kickstarter. Donc j'ai déjà donné mon opinion auparavant sur ce jeu-là dans des Quad 9 précédents, mais pourquoi pas refaire un autre topo de celui-ci, ça fait un petit bout que j'en ai parlé. On a joué à 4 joueurs, on a joué au jeu de base seulement, et je dois avouer que le jeu de base, juste tel quel, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de chair autour de l'os, parce que, comme JP a dit, c'est vraiment juste, on déplace des cubes, puis on déplace sur le plateau, puis on transforme des cubes pour avoir des cubes un peu plus forts, puis finalement on retire ces cubes-là pour avoir des cartes, puis c'est très monotone à la limite. Et je dirais même que moi, ça fait quoi? Ça fait 3-4 parties que je joue, et je commence à voir un peu le fond de ce jeu-là, même que j'ai peut-être trouvé ma partie un peu redondante, non pas désagréable, mais peut-être juste routinière, je dirais. Donc je savais qu'est-ce que je voulais faire, puis j'ai perdu la partie, puis c'est correct, mais c'est pas parce que j'ai perdu la partie, c'est vraiment parce que je trouve que il y a comme, je sais pas, j'ai trouvé que c'était très routinier. Je pense que c'est vraiment le mot que je pourrais accorder à ce jeu-là. J'ai trouvé ça routinier. Puis j'ai trouvé qu'à un moment donné, il manquait de chair. Vraiment, je me répète encore une fois, là, je suis désolé, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment mon feeling personnel. Donc, rajouter des extensions, rajouter des modules, ça permet vraiment au jeu d'avoir plus de profondeur ou de diversité. Mais encore là, j'ai l'impression que même si on ajoutait des modules, à un moment donné, après 3-4 parties,
parties, tu commences à avoir fait le tour de ce jeu-là. Et je trouve ça dommage parce que c'est quand même un jeu qui est dispendieux. On parle de 130$ la boîte. Et pour ce prix-là, malheureusement, je pense pas qu'il y a assez de matériel dans la boîte pour que le jeu puisse me permettre de jouer une vingtaine de parties. Malheureusement, pour moi, j'étais pas certain au départ si je voulais me le procurer ou non, mais là, je pense que c'est sûr et certain que je vais vouloir y rejouer. J'ai trouvé ça le fun. Mais c'est pas un jeu que je vais me procurer. Puis c'est pas un jeu que je vais que je vais désirer vouloir jouer demain matin, à mon avis. Un autre jeu que j'ai joué au Meeple Olympiade, et c'est JP qui était super excité de nous montrer ça, Fleet, The Dice Game. J'ai joué 2 parties ce mois-ci, et ma première partie s'est passée là-bas. J'ai vraiment apprécié cette expérience-là. C'est vraiment un roll and ride, mais très intense. C'est pas un jeu qui est compliqué, c'est pas un jeu qui est difficile. On roule des dés et on fait juste cocher des cases, un petit peu comme dans tous les roll and ride. Mais cette fois-ci, quand on roule les dés et que là, on a un choix, un décisif à prendre, il y a tellement de choses à considérer et c'est vraiment un jeu qui est interactif, somme toute, parce qu'il y a une espèce de course à vouloir être le premier joueur à récupérer telle ou telle chose, mais il y a aussi une espèce de sélection de dés, d'un repêchage des dés qui est important, qui est majoritairement important à considérer les autres. Donc, qu'est-ce que je vais laisser aux autres joueurs? Est-ce que vraiment je veux laisser ce dé-là pour qu'il récupère une nouvelle licence ou un bateau de ce type-là? Est-ce que vraiment je veux lui permettre d'aller au wharf, dans le fond, au marché, pour être capable d'aller récupérer le bâtiment qu'il veut en question? Vraiment, là, un jeu qui possède beaucoup de profondeur malgré tout. Ma seule petite appréhension, c'est que j'ai peut-être l'impression qu'on peut faire rapidement le tour du jeu parce qu'on a 4 différents types de licences et à un moment donné, quand on a fait les 4 différentes licences, j'ai l'impression que peut-être que le jeu devient peut-être juste redondant à la limite où on n'est plus très à l'affût ou pas à l'affût mais juste simplement je pense pas qu'il y a beaucoup de stratégies diverses dans ce jeu-là. Mais encore là, je dis ça, puis vous me le proposeriez, puis je serais comme, ben oui, j'ai envie de jouer à ça. Mais c'est-tu un jeu que je m'achèterais immédiatement? Je penserais pas, simplement parce que comme je dis, peut-être que je questionne la rejouabilité de ce dernier, mais enfin bref, c'est peut-être juste moi aussi, peut-être que ma 3e game, je vais faire, oh wow, ok, vraiment plus de possibilités que je pensais. Même ma 2e partie, j'ai été dans une stratégie différente. Avec la première stratégie, j'étais avec les requins, là maintenant j'ai été avec la licence, je pense que c'était les cogs, je pense, pas les cogs, mais bref, donc plus que j'avais des bateaux de différents types, plus que je faisais de l'argent. Donc ça devient intéressant parce que l'argent te permet de faire des actions supplémentaires. Je ne sais pas. Je serais curieux de le réessayer quand même. J'aimerais bien ça y refaire un petit tour dans cette boîte-là en question parce que c'est intéressant quand même comme Roll and Write. Et finalement, la cerise sur le Sunday, ça a été pour moi de ressortir Macao. Donc, je vous mets dans le contexte, ce jeu-là, en fait, moi j'ai été à Québec la veille et on a joué à Macao parce qu'un ami à moi voulait vraiment l'essayer parce que c'est un tripeux de feld et j'ai dit t'as pas encore essayé Macao, faut que tu essayes Macao, c'est vraiment le fun comme jeu. Donc j'ai joué une partie. Et le lendemain, je m'en allais au Meeple Olympiade et j'ai ressorti le jeu. On a joué avec du monde qu'on connaissait plus ou moins, moi puis JP. Moi, je les connaissais via les Dragons Nocturnes, un forum québécois qui est exclusif aux jeux de société. Et on a vraiment, moi j'ai vraiment eu du fun pour ma part. On parle beaucoup de tableau building, on parle de Wingspan, on parle de London, on parle de plein de jeux Terraforming Mars, des tableaux building, des engine building. Mais celui-là, le Macao, c'est drôle parce qu'il a été fait en 2009, ce jeu-là a 10 ans, et pourtant, il fait encore compétition avec ces autres jeux-là. C'est pas un jeu qui est beau, c'est pas un jeu qui est nécessairement thématique, puis c'est drôle parce que dans les règles, Stéphane Feld fait constamment référence aux cubes comme étant des cubes, donc il essaye pas de vouloir nous faire acheter que des cubes, ce serait des ressources comme par exemple des épices ou quoi que ce soit. Non, c'est des cubes, il y a 6 différentes couleurs de cubes, puis that's it, that's all. Il appelle ça des action cubes, même sur les cartes il est marqué AAC pour action cube. Donc, il se cache pas que c'est vraiment des cubes, mais le jeu, l'engine building, et ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que tu vas tellement pas faire beaucoup de cartes, tu vas tellement pas créer de cartes dans ton tableau, mais les cartes que tu vas jouer vont tellement te donner une direction stratégique, mais aussi vont tellement te donner un bénéfice sur les autres joueurs, et chaque carte, on dirait que tu les regardes, tu fais comme...
aïe, aïe, cette carte-là est vraiment forte. Mais celle-là, elle m'est vraiment utile pendant cette game-ci. Fait que c'est elle que je vais prendre, même si je pense que c'est la moins forte des deux. C'est elle qui fit le plus avec mon engine présentement. Donc, je vais la prendre, je vais essayer de la faire. Puis, vraiment, le principe on peut perdre des points si on gère mal nos affaires. Vraiment, là, ce jeu-là est sublime. Puis, la perte de points n'est pas si notoire que ça parce qu'on s'organise pour ne pas en perdre. Puis, des fois, malheureusement, ben, les décisions qu'on va prendre, ne sont pas nécessairement les plus optimales, mais c'est pour éviter qu'on perde des points. Mais encore là, il y a un thinking derrière qui est vraiment intéressant. T'sais. Est-ce que je fais ça pour éviter de perdre des points ou je m'assume puis je m'en vais dans une autre direction qui va me faire perdre des points, mais qui va m'en ramener davantage. Et pour ça, je peux juste lever mon chapeau à Stéphane Feld qui a réussi à faire ça bien avant une époque que les tableaux building étaient populaires. Un superbe jeu Macao. Vraiment, là, je suis content de l'avoir dans ma bibliothèque et j'espère le ressortir encore et encore davantage pour vraiment voir tout le jus qu'il y a derrière ce jeu-là. Je me rappelais pas à quel point il était le fun, mais vraiment, là, un excellent jeu de Feld, un des meilleurs, selon moi, de cet auteur-là. Et c'est ce qui conclut mon expérience au Meeple Olympiade. Donc là, je vais commencer à parler des différents jeux que j'ai joués juste dans le mois de juin. Ça va être en ordre alphabétique plutôt que chronologique. Je commence d'abord avec Barony, qui est un jeu de Marc-André qui nous a amené le jeu de Splendor. Et Barony, ça a été vraiment une surprise pour moi. J'avais déjà vu la boîte passer, je ne m'attendais pas à grand-chose, je vais avouer. Mais c'est mon ami qui m'a dit, Mathieu, Mathieu m'a dit, il faut vraiment que tu essaies ce jeu-là. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. C'est le genre de jeu que je sors avec mes amis qui ne jouent pas puis qui ont vraiment du plaisir à y jouer. Et j'ai été agréablement surpris de voir la profondeur et on voit vraiment la plume de Marc-André encore une fois dans ce jeu-là. Parce que Marc-André nous nous présente un jeu avec Barony qui est simple à comprendre. Il y a différentes options, vraiment, là, plein de possibilités, mais qui possède une belle profondeur puis vraiment une grande diversité stratégique. Et au-delà de ça, il y a vraiment une interaction qui est à la limite une altercation entre les joueurs de contrôle de territoire. Vraiment, là, une belle course, encore une fois, à points. Premier joueur ayant atteint un certain nombre de points va gagner la partie. Mais sérieusement, là, vraiment un très très beau jeu, un jeu vraiment vraiment surprenant où est-ce que les joueurs vont faire une compétition de différents contrôles de territoire et chaque partie risque d'être différente parce que le plateau est modulaire, donc on peut le déplacer et on va placer des tuiles au départ et on n'est pas convaincu, on n'est pas certain de qu'est-ce qui va valoir beaucoup de points versus qu'est-ce qui en vaudra pas. Et surtout, l'interaction entre les joueurs devient très importante parce que on va pouvoir placer des bâtiments qui vont bloquer les autres joueurs, on va pouvoir placer aussi des chevaliers ces chevaliers-là peuvent protéger certains endroits. Donc il y avait vraiment une espèce de diversité à ce niveau-là que j'ai vraiment trouvé intéressante et que je ne m'attendais pas à avoir dans cette boîte-là. C'est un superbe jeu. Je ne sais pas si je me le procurerais, je ne sais pas si je le sortirais souvent, mais chose certaine, si quelqu'un me dit on joue ça à Barony, c'est sûr que je le recommanderais et c'est sûr que oui, définitivement, c'est un jeu que si vous aimez les jeux très simples, un peu à la Splendor, qui offre vraiment une diversité à ce niveau-là et surtout qui est très interactif, qui est très qu'on tombe un petit peu dans l'altercation. Barony est probablement fait pour vous et je pense que personnellement c'est un genre de jeu que j'aimerais ça rejouer quelques parties juste pour me faire une tête plus solide autour de ce jeu-là. Moi, ma gang de Betrayal Legacy, on a continué et là on arrive bientôt à la fin. Et je crois que je vais faire une critique sur Betrayal Legacy parce que je pense que là, on a vraiment... Ça fait quelques quoi neuf que j'en parle et là, on est rendu... Moi, je suis rendu au bout du rouleau. Je dois être honnête, je suis tanné. Je trouve que ce jeu-là devient de plus en plus lourd, de plus en plus inintéressant. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de structure de jeu, il n'y a rien qui devient intéressant à la longue. Il n'y a pas des twists au niveau de l'histoire, la trame narrative se répète et on n'est pas certain où est-ce que ça s'en va. Bref, sérieusement là, je trouve que puis j'étais en train, tu sais, Matt Leacock, je pense que c'est Matt Leacock qui a fait le jeu. Enfin bref,
L'auteur me déçoit de plus en plus. J'ai joué à quelques jeux de ce dernier. Non, c'est Rob Daviau, excusez. Rob Daviau me déçoit de plus en plus parce que je trouve que vraiment j'ai joué à différents de ces jeux qui étaient des Legacy. Il y a Risk Legacy apparemment qui est bon, mais moi tous les jeux que j'ai joués de Rob Daviau présentement me déçoivent. Puis je pense que je vais faire une critique de Virtual Legacy pour vous expliquer davantage mon opinion sur celui-ci. Mais je ne recommanderais pas du tout Virtual Legacy, surtout si vous n'aimez pas Virtual at House on the Hill, surtout si vous n'êtes pas fluide avec l'anglais et surtout si vous n'aimez pas des jeux qui vous imposent de continuellement apprendre des nouvelles règles et finalement les mettre de côté pour la prochaine partie parce que c'était juste pour cette partie-là, puis c'était juste pour un contexte narratif. Donc, pourquoi est-ce que, dans le fond, ça vous intéresserait de jouer à un jeu qui a une trame narrative, mais que la trame narrative est dans une langue qui vous est pas nécessairement familière, et qu'en plus de ça, je trouve pas que c'est bien écrit, je trouve pas que c'est bien écrit du tout, je trouve que c'est vraiment, là, on dirait que c'est narrativement, c'est très drabe, c'est plate, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui me font en sorte que présentement, je suis tanné, puis on va finir notre partie juste par principe de terminer parce que un jeu est un contrat social et un legacy, à mon avis, est encore plus un contrat social entre les joueurs. Donc pour moi, c'est important de finir le legacy. Mais là, je suis comme vraiment tanné. Puis je vais essayer de décortiquer davantage mon opinion pour avoir une critique plus constructive, plus concise au niveau de... Puis aussi plus précise au niveau de ce que je pense de ce jeu-là, parce que sérieusement, je pense qu'il y a matière à faire une critique. Il y a une matière à critiquer aussi les jeux Legacy de façon constructive avec Virtual Legacy. Mais pour l'instant, je ne trippe plus autant que j'avais du plaisir auparavant. J'ai eu l'opportunité aussi de jouer à Carpe Diem. Et je dois avouer que Carpe Diem, j'avais pas tant hâte d'y jouer. Pas parce que c'est un jeu qui ne m'intéresse pas ou qui ne m'interpelle pas parce que j'aime pas Stefan Feld. Au contraire, simplement parce que on m'avait dit que c'était bon, on m'avait dit que c'était correct. Mais on m'avait pas vraiment... on n'avait pas fait plein d'éloges à ce jeu-là. Donc moi, j'étais comme, bah, ok, c'est un autre Feld. Et finalement, je trouve ça vraiment, il y a plusieurs concepts qui sont intéressants. Il y a beaucoup de critiques aussi au niveau du comment est-ce que le jeu se joue avec le principe des étoiles, c'est-à-dire qu'on va avoir deux directions vers le jeu, vers où s'en aller. Et parfois, c'est vraiment juste pour se casser la tête. Donc, c'est comme une complexité artificielle qu'on dirait. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que cette complexité-là amène vraiment beaucoup au jeu en général. Et là, ils veulent faire une nouvelle édition où est-ce que, bon, on va juste tourner dans le sens horaire, avec les tuiles. Puis moi, j'aime pas ça. Je trouve que vraiment, il y a de quoi d'intéressant dans ce thinking-là des différentes avenues. Et, tu sais, puis je trouve ça drôle parce que on donne cette critique-là à Carpe Diem au niveau de la complexité artificielle. Mais si on commence à regarder tous les jeux qui possèdent une complexité artificielle, ben probablement qu'on en retrouverait plein de jeux. Et probablement que dans tous ces jeux-là qu'on retrouve, il y en aurait plein qu'on apprécie et qu'on n'aurait pas réalisé qu'il y a une complexité artificielle et qu'il n'y a pas nécessairement... qu'on chialerait pas là-dessus parce que ça fait partie intégrante du jeu. Et ça, je trouve ça drôle parce que si on recule des années en arrière, quand un jeu sortait, on prenait le jeu pour tel qu'il était. On ne critiquait pas ça et j'ai l'impression que plus qu'on commence à ouvrir les horizons par rapport aux jeux de société, plus qu'il y a des gens qui s'intéressent aux jeux, mais plus qu'on se permet de pouvoir critiquer un jeu et qu'on se permet de vouloir créer une espèce d'épuration de tout ça. Je vous donne un exemple d'Imaker présentement qui est présentement sur Kickstarter. Eh bien, on a épuré le jeu pour le rendre plus accessible. Mais D-Maker n'a pas besoin, à mon avis, puis de ce que j'ai entendu, parce que je n'ai pas encore joué le jeu, mais D-Maker, à mon avis, n'a pas besoin d'être réédité, d'être sous une nouvelle forme ou de mériter une espèce d'épuration des règles, parce que D-Maker est un classique pour les joueurs le plus aguerris. Et pourquoi le rendre plus épuré? C'est-tu juste parce que là, dans le fond, c'est un jeu qui paraît élitiste en question? C'est à cause de quoi? Pour moi, je pense que
un moment donné, il faut assumer que bon, il y a des jeux qui sont pas faits pour tout le monde. Puis il y a des jeux que bon, ils vont avoir une complexité artificielle. Puis à un moment donné, il y a des jeux qui vont tout simplement avoir cette complexité-là. Est-ce qu'elle est nécessaire? Peut-être pas, mais ça fait partie du jeu. Et je pense qu'on devrait l'accueillir tel que c'est, plutôt que de vouloir commencer à épurer et de commencer à satisfaire un plus grand nombre juste pour questions peut-être monétaires ou que les gens commencent à faire des critiques sur ça. Acceptons le jeu tel qu'il est et je pense que Carpe Diem tel qu'il est excellent et il mérite sa place dans le Kenner Spiel et j'espère qu'il va gagner le Kenner Spiel parce que à mon avis, il y a vraiment une diversité à plein de niveaux que plusieurs jeux de son calibre n'offrent pas. Il y a vraiment une complexité et c'est un jeu qui est susceptible au AP ou Analysis Paralysis, la paralysie cérébrale, mais c'est le fun. Puis c'était vraiment agréable de jouer à ce jeu-là, de commencer à mettre ton cerveau de sa table, puis commencer à réfléchir à comment est-ce que tu vas aller prendre telle ou telle tuile. Vraiment un superbe jeu que je recommande chaudement. Encore une fois, c'est pas un jeu que je vais racheter dans ma bibliothèque, mais peut-être que oui, dans le fond. Peut-être que c'est le genre de jeu qu'on pourrait jouer. Tu sais, on se fait, on fait une petite partie de Carpe Diem? Ouais, ok, pas de problème. Puis tu commences à jouer à ça. Très fluide aussi, très instinctif. Enfin bref, j'ai vraiment, vraiment apprécié ma partie de Carpe Diem. Je me suis procuré une copie de Chronicles of Crimes parce que j'avais vraiment, vraiment eu du fun la dernière fois que j'y avais joué. Et j'ai joué avec ma femme, on a joué à deux reprises. Et finalement, j'ai décidé de revendre ma copie. Parce que je trouve que malheureusement Chronicles of Crime vient pas chercher la fibre que je recherche dans les jeux d'investigation. Je trouve que tout d'abord, l'histoire, la trame narrative, elle est très très, est pas super bien développée dans le sens où est-ce que l'écriture du jeu est pas très bien développée. C'est pas nécessairement des écrivains qui ont écrit ça, puis ça paraît à différents niveaux. Je pense que il y a plein de belles choses de Chronicles of Crime. Je pense vraiment que c'est un jeu vraiment plus accessible que la plupart des jeux d'investigation du style en question. Puis ça permet vraiment à des joueurs de pouvoir s'asseoir et d'expérimenter ce que c'est le jeu d'investigation en 1h15. Mais on est vraiment trop aussi dépendant de l'application en question. La raison pour laquelle je l'ai revendu et que ma femme a plus ou moins apprécié, et je comprends ça, je trouve que c'est légitime, c'est que son but à elle est de lâcher son téléphone cellulaire quand elle joue à un jeu. Et là, présentement, on est obligé d'utiliser notre téléphone cellulaire, c'est mandatoire dans le jeu et elle trouve qu'à un moment donné de tout le temps devoir scanner des choses et de devoir se référer au téléphone et là de lire qu'est-ce que c'est et que finalement bon l'histoire est un petit peu pas farfelue, pas écrite tout croche, mais c'est que est pas consistante assez si on compare avec Sherlock Holmes Détective Conseil que là waouh on a vraiment des personnages qui deviennent vivants et dans Chronicles of Crime ils deviennent vivants mais ils deviennent vivants parce qu'on a des archétypes qui sont dessinés devant soi donc on est capable de voir que le texte que l'on lit à l'écran de notre téléphone cellulaire est vraiment concorde vraiment avec le petit Tommy que l'on voit mais malheureusement si on n'avait pas cet archétype là Tommy comment est-ce qu'il dit, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il agit. Je ne verrais pas, dans le fond, la même image si elle n'était pas devant moi. Probablement que je ferais comme, ouais, Tommy, il parle comme un adulte. C'est comme c'est un enfant de 6 ans, puis finalement, on trouve que il y a des sujets un petit peu plus touchés. Puis aussi, il y a des éléments aussi de quand on lit qui sont vraiment, on dirait que c'est surligné à la limite qu'on fait comme ok ben ça c'est clairement une information importante alors que ce qui est le fun dans les jeux d'investigation à la Sherlock Holmes Détective Conseil c'est de faire ok j'ai ça devant moi et là je suis en train de lire et là il faut que je commence à déduire quelle information est pertinente dans ce que la personne dit et quelle information n'est pas pertinente. Dans Chronicles of Crime on dirait que c'est comme très clair, on dirait que c'est quasiment écrit noir sur blanc, faut que t'ailles là puis on le fait. Fait que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que ma femme a décroché et c'est peut-être ça aussi qui m'a un petit peu moins charmé je dirais de Chronicles of Crime à un point tel que j'ai pas envie nécessairement d'y rejouer. Je serais curieux de refaire des scénarios avec du monde qui ont vraiment vraiment le goût de jouer à Chronicles of Crime puis ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire selon moi, c'est que quand on joue à ce genre de jeu d'investigation là, il faut peut-être du monde autour de la table qui soit prêt à s'investir, qui soit prêt à jouer avec toi et qui soit prêt à vouloir investiguer
et vouloir rentrer dans l'histoire. Parce que si tu ne rentres pas dans l'histoire d'un jeu d'investigation, ben, à un moment donné, c'est juste du remplissage de papier. Tu sais, c'est de la paperasse qu'il faut remplir, puis qu'il faut décortiquer, puis that's all. Donc, Chronicles of Crime, un très bon jeu, mais malheureusement pas pour moi et pour ma femme non plus. Un jeu que j'avais entendu parler par Shut Up and Sit Down et que ça fait longtemps que j'avais acheté et que je voulais vraiment essayer, et là j'ai eu l'opportunité de le faire, c'est Escape from Aliens in Outer Space. Escape from Aliens in Outer Space est un jeu de déduction sociale, mais qui fonctionne vraiment de façon particulière parce que tous les joueurs reçoivent un pad, donc un carnet, et c'est un jeu de mouvement caché. Donc tous les joueurs à tour de rôle vont se déplacer dans un vaisseau et s'ils se déplacent sur un espace silencieux, alors il n'y a rien qui se passe, c'est au tour du joueur suivant de jouer. Par contre, s'ils se déplacent sur un espace qui est dangereux, alors à ce moment-là, on doit piger une carte. Et sur la carte, eh bien, il y aura un symbole rouge, vert ou blanc. Si c'est un symbole rouge, ça veut dire que l'on crée du bruit. Et là, on va devoir donner exactement les bonnes coordonnées aux autres joueurs autour de la table de où nous sommes. Si c'est un icône vert, alors on peut donner un indice qui est relié à n'importe quel espace sur le vaisseau. Et finalement, si on a une carte blanche, eh bien, ça peut être un item, mais dans tous les cas, on a été chanceux parce qu'on n'a pas fait de bruit sur notre espace. Donc, on va le cacher, on va dire silence dans tous les secteurs. Et le but du jeu, c'est très simple, c'est qu'on a une gang qui seront des aliens et une gang qui seront des humains. Et le but des humains est de s'échapper via des vaisseaux, des escape pods. Désolé, j'ai pas le terme en français. Et le but des aliens, ben, c'est simple, c'est de tuer tous les êtres humains à bord et de se nourrir de leur chair pour que par la suite, ces humains-là se transforment en aliens et qu'ils commencent à pourchasser leurs ex-amis qui sont les êtres humains qui tentent de s'échapper du vaisseau. Et c'est vraiment le fun comme jeu. Je dirais, il y a peut-être une partie où est-ce qu'à un moment donné, le jeu peut devenir long, surtout quand il reste juste un seul être humain, et surtout quand on a une espèce de vaisseau qui est immense. Mais sinon, le jeu est vraiment intéressant dans sa dynamique, dans ses surprises aussi. Et surtout, c'est drôle parce que c'est un jeu qu'on peut facilement imaginer la situation. On peut facilement imaginer la personne autour de la table qui est en train de dire, ben moi je comprends rien, puis là j'ai de la misère, puis là je rush, puis je sais pas comment est-ce qu'on fait, puis là, tu sais, puis je peux vraiment m'imaginer en train d'être habillé en militaire avec son fusil, puis qui est là, puis que la personne à court, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe, oh mon dieu, je sais pas où je m'en vais, puis là, est-ce qu'ils vont me prendre, pogner, hein? Puis tu sais, on peut vraiment voir les aliens commencer à attaquer partout, tu sais, comme des fous, puis que finalement, ils touchent jamais rien, mais ils font juste attaquer parce que ça leur tente d'attaquer. C'est un jeu qui, vraiment, possède une richesse au niveau de l'imagination, de la créativité, non seulement au niveau mécanique, mais aussi au niveau thématique. Et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Par contre, comme j'ai dit, il y a peut-être à un moment donné, le jeu commence à être long, surtout quand il reste un seul être humain à bord, parce que là, l'être humain commence à se cacher, commence à être de plus en plus stratégique dans ses différentes positions. Mais malheureusement, à un moment donné, on commence à essayer de le chercher. Et là, c'est vraiment, on essaye de guesser, on essaye de deviner. Mais quand même, ça peut devenir très... Ça peut se terminer rapidement, ça peut se terminer sur un dizaine. Et surtout, c'est l'histoire qui est racontée. Donc, j'aimerais ça le réessayer, peut-être à un plus petit nombre, parce qu'on était 8 joueurs. Donc, j'aimerais ça réessayer à un plus petit nombre, mettons 4, 5 ou 6. Essayer différents types de vaisseaux, parce que notre carnet possède environ 8 vaisseaux, je pense. Donc, ce serait d'essayer ces différents-là. Mais vraiment, un jeu que je pense que si vous aimez des jeux qui sortent du lot et qui sont des jeux de déduction sociale, mais sans nécessairement avoir l'aspect négociation, l'espèce de truc, faut que tu convainques les autres, puis que vraiment tu peux te concentrer, puis qu'il y a comme une espèce de stratégie qui peut être créée avec l'information qui nous est donnée. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont retrouver une certaine complaisance dans ce jeu-là. Et moi, je serais prêt à le recommander. Je serais prêt du moins à vous proposer d'essayer une partie au minimum, parce que soit que vous allez apprécier, ou soit que vous allez plus ou moins aimer, mais chose certaine, ça vous laissera pas indifférent, je pense, comme jeu.
J'ai aussi eu la chance d'essayer Forum Trajanum, qui est le nouveau de Stefan Feld. Et je dois avouer que Forum Trajanum est un jeu qui a vraiment une belle signature à la Feld. Différentes opportunités de pouvoir faire des points, une salade de points comme Monsieur Feld sait bien le faire, un juste milieu entre le hasard et la stratégie à long terme. Il y a vraiment, puis aussi, bon, il y a plus d'interaction dans ce dernier parce qu'on va devoir sélectionner des tuiles et en donner une au partenaire de droite. Donc, il faut considérer qu'est-ce que l'autre joueur veut faire pour essayer d'éviter de lui donner des tuiles qu'il voudrait avoir. Il y a vraiment une belle diversité à plein de niveaux, ce jeu-là. Le seul problème, c'est que je me demande jusqu'à quel point il y a de la rejouabilité dans ce jeu-là. Est-ce qu'après 3-4 parties, je vais avoir fait le tour? Est-ce que c'est comme un peu Château de Bourgogne qu'on sort parce qu'on sait comment naviguer dans le jeu, c'est fluide, c'est le fun, mais qu'à un moment donné, bon, tu fais juste naviguer dans le jeu, puis tu fais juste, dans le fond, c'est comme une vieille paire de pantoufles qu'on fait, bon, ben on va insérer nos pieds dedans, puis ça vient de s'éteindre là. Je le sais pas. Puis c'est peut-être ça aussi qui tu sais, puis aussi, il est cher, il est dispendieux quand même, quasiment 80$. Moi, personnellement, je suis pas prête à pouvoir dire oui, je vais mettre la main dessus, puis oui, je vais me le procurer à tout prix. Malgré que je suis capable de reconnaître que c'est un bon jeu. Ici, on me le propose, je dirais pas non, évidemment. Mais si j'ai d'autres jeux que j'aimerais jouer, ben probablement que je vais prioriser ceux-là plutôt que le Forum Trajanum. Mais encore là, peut-être que ma deuxième partie va être vraiment, vraiment meilleure, que je vais vraiment dire, ok, il y a vraiment, vraiment une diversité, puis il y a vraiment une profondeur à ce jeu-là que j'avais pas remarqué auparavant. Mais pour l'instant, il est pas venu me puncher, il est pas venu me donner une claque d'en face pour que je puisse faire, wow, ok, ce jeu-là, je le recommande à 2000%. Malheureusement, pour l'instant, je peux juste dire ça. J'aimerais ça faire une autre partie, mais pas payer 80$ pour me le procurer pour devoir faire une autre partie. J'ai aussi eu l'opportunité de ressortir High Society, qui est probablement un de mes jeux d'enchères favoris de Rana Media et juste d'un jeu d'enchères en général, parce que High Society permet vraiment de vivre de quoi de le fun. C'est un jeu qui sort bien, c'est un jeu qui est simple à comprendre, qui est facile à naviguer à travers, mais que quand tu commences à naviguer à travers, puis quand tu commences à y jouer, tu réalises qu'il y a une profondeur, puis il y a une richesse dans les choix, et surtout dans l'aspect d'enchère. Est-ce que je renchéris pour que les autres puissent payer plus cher pour les cartes en question, ou est-ce que si je paye trop cher, est-ce que c'est moi qui vais être pris avec? Donc il y a tout le temps cette espèce d'aspect-là de jusqu'à quel point que les autres joueurs sont prêts à payer pour être capables d'obtenir cette carte-là, jusqu'à quel point que pour eux c'est important de payer pour ne pas récupérer une carte parce que tu as des enchères inversées aussi. Enfin bref, j'ai fait une critique du jeu et une explication des règles, donc si ça vous intéresse d'aller voir ça, vous irez voir ça. Mais somme toute, c'est vraiment un jeu qui se sort tellement bien. C'est un des jeux que j'ai le plus joué, je dirais, depuis 2018, depuis sa réédition avec Osprey Games, parce que je suis capable de le sortir en fin de soirée, entre deux jeux. On attend quelqu'un ou on attend la pizza qui arrive. Ben, on sort High Society. Ça joue super bien, ça joue jusqu'à 5 joueurs, puis ça se joue bien de 3 à 5 joueurs. C'est le fun. Et il y a une dynamique vraiment qui s'installe autour de la table qui est riche et qui est dynamique. Et surtout, étonnamment, j'ai joué à ce jeu-là avec plein de gens qui n'aimaient pas nécessairement des jeux d'enchères, mais c'est juste assez court pour que ces gens-là fassent pas comme ah, c'est long. Et c'est juste assez demandant au niveau des décisions qu'on ne se rende pas nécessairement compte que c'est juste un jeu d'enchères, parce que ce n'est pas juste un jeu d'enchères. Il y a vraiment des décisions importantes à prendre. Et la plupart du temps, je suis tout le temps en train de faire une deuxième game ou une troisième game après avoir terminé la première, parce qu'on se dit tout, ok, il y a de quoi ce jeu-là, on veut réessayer, on veut rembarquer dedans. Vraiment, là, un très très bon petit jeu hein, dans une petite boîte qui s'amène super bien partout. Moi, je recommande ce jeu-là à 200% si vous n'avez pas eu la chance de jouer. Allez vous l'acheter au pire, c'est 20$, je pense 25$ la boîte, gros max. Et c'est un jeu qui mérite vraiment que des éloges. J'ai de la difficulté à voir des défauts à ce jeu-là parce qu'il rentre parfaitement dans une catégorie de filler qui fait la job dans le fond. Vous savez que Inish est un de mes jeux préférés. Et là, il y a eu l'extension Seasons of Inish qui est arrivée. Et là, j'ai eu la chance de jouer 3 fois ce mois-ci. Et je suis vraiment, vraiment retombé dans le jeu-là. J'aime tellement Inish. J'aime tellement l'interaction. J'aime tellement
qu'est-ce qui se passe autour de la table. Et moi, j'y joue d'une façon... C'est drôle parce que j'y ai joué avec... bon, je parlais de Mathieu tout à l'heure. Bon, j'ai joué avec Mathieu. Et c'est drôle parce que lui, ayant lu les règles, n'avait pas nécessairement l'opportunité de voir ou de constater comment est-ce que le jeu se joue dans sa structure, dans sa forme. Et moi, je joue Inish quasiment comme un jeu de négociation où est-ce que, selon moi, c'est pas juste je joue une carte puis je m'en vais là. Il y a vraiment une espèce d'aspect de si je m'en vais là, est-ce que tu veux te battre avec moi? Non, parfait. Puis là, après ça, tu te déplaces là. Et là, ça se peut que la personne te dise, ben, je me bats. T'sais. Et moi, j'aime ça. Je trouve que c'est ça qui est la richesse de Inish. C'est quand on commence à le rendre politique, qu'on le rende comme étant un jeu quasiment de négociation, de contrôle de territoire. Parce que c'est là que vraiment, on a une belle surprise avec ce jeu en question. Les cartes aussi, récits épiques, c'est ça qui rend le jeu vraiment extraordinaire à mon avis parce que on est capable de naviguer. À un moment donné, on sort une carte qu'au départ on a pigé puis qu'on fait comme voyons donc, c'est quoi cette carte-là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis à un moment donné, en construisant les opportunités, en construisant le plateau, en faisant en sorte qu'à un moment donné, cette carte-là va devenir la carte qui va te faire gagner. Et ça, ce que je vous dis là, ça m'est arrivé fréquemment. Ça m'est arrivé dans mes 2-3 parties que j'ai jouées d'ailleurs. Une que Raph de H-Game a gagné grâce à ces motadines de cartes récits épiques qu'il gardait dans ses mains puis qui nous a fait à croire qu'il ne pouvait jamais rien faire, puis finalement, quand il a vu que tout le monde, il n'y avait personne qui ne pouvait rien faire, il a fait bon, ben moi je vais faire mon tour. Et là après ça, il a joué 4-5 cartes, une à la suite de l'autre. Et là, il nous a ramassé, il nous a eu par surprise. Et c'est ça qui est le fun, c'est l'effet surprise que Inish amène. Et c'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. C'est sûr et certain que si tu n'aimes pas négocier, que tu n'aimes pas te faire backstabber, te faire donner un coup de couteau dans le dos par tes amis, ou encore que c'est pas un jeu de stratégie à long terme. C'est un jeu, il faut que tu t'adaptes continuellement au jeu. Et surtout, c'est le genre de jeu qu'on ne peut pas juste bâtir dans notre coin, chacun de notre côté, et là, après ça, commencer à attaquer. C'est un jeu qui est tout de suite interactif dès les premiers tours, et c'est là qu'on commence à développer une importance pour le jeu. C'est pas un jeu de construction, c'est un jeu d'altercation, et ça se peut que ça ne te plaise pas à tout le monde, mais pour moi, ça vient vraiment, vraiment me charmer. Je dirais même que c'est probablement dans mon top 5 de tous les temps, là, ce jeu-là. Ce mois-ci, j'ai eu l'opportunité de participer à Balado Ludique. Dans le fond, il y avait 2 épisodes qui étaient leur saison finale. Si ça vous intéresse d'aller voir les gars de Balado Ludique, donc Jeff Chrétien, Simon Jutra, 2 gars super le fun. J'ai eu l'opportunité de participer à leur podcast, donc j'ai fait une petite capsule de 20 minutes de discussion avec eux. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre les liens dans la description. Ça s'est passé à Société TV et avant de participer à leur podcast, eh bien, on a joué à Le Havre, qui est un des premiers jeux de Uwe Rosenberg de cette ampleur-là, de cette amplitude. Un superbe jeu vraiment, vraiment intéressant que j'aurais envie de réessayer. Je peux pas encore me donner une opinion très concrète par rapport à celui-ci parce que j'ai l'impression que c'est le genre de jeu, il faut que tu joues 3, 4, 5 parties avant vraiment d'avoir le feeling de bien comprendre le jeu, de bien l'apprêter, de bien le saisir, de bien naviguer à travers jeu de mots, hein, parce que c'est un jeu de bateau. Mais j'aime beaucoup, beaucoup jusqu'à présent ce que j'ai vu. Peut-être il y a une stratégie qui est un peu plus forte selon moi, ce serait peut-être l'acquisition de bateaux, mais encore là, c'est un jeu de bateau, donc tu sais, si t'es pas en train de construire des bateaux dans un jeu de bateau, ben tu sais, il y a un problème. Mais je pense que vraiment, je serais curieux de le réessayer. Je réfléchis tranquillement à peut-être me le procurer parce que je pense que c'est un jeu qui se joue super bien à 2 joueurs. On a joué à 3 joueurs et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je serais curieux de l'essayer je serais curieux peut-être de me le procurer, de l'essayer avec ma femme. Probablement que ce serait un jeu qu'on aimerait les deux parce qu'il y a un aspect tableau building, il y a un aspect de récupération des ressources qu'on veut aller chercher le plus rapidement possible. Donc il y a plein de petits aspects que moi et ma femme on apprécie. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un très très bon jeu qui mérite d'être essayé au minimum une fois pour être capable de vraiment expérimenter un chef-d'œuvre de Uwe Rosenberg qui a passé les âges. Le Havre. Andres de Dice Owl qui m'a proposé de vouloir jouer à un jeu avec Julien Jou.
un gars qui vient de la Bretagne. Et ce gars-là, ben là, Andrés il me dit, ah, il veut jouer avec toi, il aime beaucoup ce que tu fais. Et ça m'est arrivé dernièrement, en passant, qu'il y a beaucoup de gens qui me viennent me voir et qui me disent, j'aime vraiment ce que tu fais, j'apprécie. Puis vraiment, ayez pas peur de venir me voir, de venir, tu sais, si vous me voyez. Puis je dis pas ça par vantardise, tu sais, ah, je suis grandiose. Non, c'est juste, des fois on fait ça. Puis on se rend pas compte que ça vient toucher les gens, que ça vient vraiment juste que les gens apprécient ce qu'on fait. Des fois on fait puis on se dit ben écoute ça aura l'impact que ça aura, mais c'est le fun de voir, tu sais parce qu'on lance des semences au final comme ça dans le web et quand des gens viennent nous voir puis qui nous disent hey ce que t'as lancé comme semence ben c'est venu chez nous, c'est venu me chercher, j'aime ce que tu fais, j'apprécie, lâche pas. Souvent ça vient justifier aussi le temps puis l'investissement qu'on fait parce que je trouve que ce qu'on fait, ça prend beaucoup de temps, c'est énormément demandant et surtout ça nous demande de nous casser la tête, de jouer à plein de jeux. Moi, il y a plein de jeux dans ma collection de présentement, j'aimerais ça rejouer, mais malheureusement, il faut jouer à plein de nouveaux jeux. Souvent, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette obligation-là en tant que critique du jeu de société moderne. Mais si vous aimez ce qu'on fait, venez nous voir, on aime ça, on apprécie vraiment quand les gens viennent nous donner une petite tape sur l'épaule et nous disent hey merci pour ce que tu fais, c'est le fun, lâche pas, tu sais. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que Julien, justement, c'est un gars qui a beaucoup apprécié et qui aime vraiment ce qu'on fait. Et à un point tel qu'à un moment donné, il me dit ah oui, tu l'as dit dans ton quoi neuf du mois passé, puis j'étais comme wow, ok, tu sais, il me suit, puis il aime ça qu'on jase de ça. Et je veux juste vous saluer, Andrés et Ju. D'ailleurs, Andrés, si vous ne connaissez pas la boutique Dice House, je vous encourage grandement à aller voir qu'est-ce qu'ils font eux autres aussi. C'est vraiment deux gars super le fun qui sont derrière ça. Ils ouvrent leur boutique bientôt. Donc, si ça vous intéresse, ben, je vais aller participer à l'ouverture de leur boutique de Dice House. Enfin bref, tout ça pour revenir à Mystea. Donc, on a joué à Mystea parce que j'en avais parlé, j'avais donné que des bons commentaires sur ce jeu-là. Et encore une fois, je ne peux donner que des bons commentaires. Le seul défaut de celui-ci, je pense que c'est la durée, parce qu'il est écrit en fait 120 minutes maximum, et ça ne dure pas 120 minutes. Nous autres, nos parties nous ont duré peut-être 3 heures, et je pense que si on était capable de réduire le jeu à 2 heures, 2 heures et demie, ce serait fabuleux. Je pense qu'il possède en fait le même problème que Rising Sun à mes yeux. Et c'est drôle parce que, je comparais beaucoup Mystea à Blood Rage, et là je compare Mystea à Rising Sun, mais les deux, s'ils pouvaient durer en bas de 3 heures, moi ce serait vraiment des jeux que je sortirais tout le temps. Mais j'aime beaucoup Mystea, et j'ai beaucoup apprécié la partie qu'on a faite. J'aime quand les gens s'assoient puis font comme, tu sais, quand je termine d'expliquer les explications puis ils font comme ouf, tu sais, ok, il y a beaucoup de stock, je sais pas trop. Puis là, ils commencent à jouer, puis là, je leur dis, tu vas faire telle chose. Puis là, comme ça commence à tranquillement se placer, et que finalement, ils commencent à voir toutes les possibilités qu'il y a dans ce jeu-là. Moi, c'est ça qui me fascine de ça, c'est que même moi, des fois, je suis comme, oh, ok, qu'est-ce que je fais? Puis que là, on commence à jouer, puis de voir soudainement le jeu se révéler devant soi. Extraordinaire, vraiment, là, ce jeu-là le fait à merveille, et je recommande Mystea à 100%, même si c'est un jeu qui va coûter cher, moi c'est un jeu que je vais ressortir, que je vais aimer ressortir, ce ne sera pas une obligation, et si ça vous intéresse de faire une partie, n'hésitez pas, puis même Mystea, mais peu importe, n'importe quel jeu, si vous voulez, contactez-nous, faites-nous signe, dites-nous, hey, j'aimerais ça que tu viennes participer à une de nos soirées, il serait le fun que tu sortes tel ou tel jeu que tu parles, viens-t'en avec nous, puis sors-le, ça va me faire plaisir de le faire, il n'y a pas de problème, mais Mystea, vraiment, une très très belle expérience, surtout avec les joueurs autour de la table, parce que vraiment, j'ai du fun, j'ai vraiment un gros fun noir avec Ju et Andrés. Merci les gars de m'avoir partagé d'avoir partagé ce moment-là avec moi. J'ai aussi fait ce mois-ci une présentation de jeu, un déballage de Star Wars Outer Rim, et j'ai eu l'opportunité d'y jouer à 3 reprises, et je dois avouer que j'aime beaucoup Star Wars Outer Rim. Je ne suis pas convaincu qu'il peut sortir Xia complètement de ma bibliothèque, parce que je pense que les deux ont vraiment des distinctions notoires, notamment Xia étant le côté plus gamer, plus
farfelu, plus funky, alors que Star Wars Outer Rim est vraiment épuré et simple, droit au but. Et Star Wars Outer Rim aussi nous permet vraiment de pouvoir comprendre le jeu juste grâce à la thématique et le lien entre le thème et les mécanismes est très très fort, et je pense que c'est vraiment sa plus grande force, c'est le fait qu'on est capable de vivre une histoire de Star Wars. Et si on pouvait faire un comparatif, si on pouvait dire que Star Wars Rebellion est un peu ce que les épisodes 4, 5 et 6 sont dans la cinématographie, alors je dirais que Star Wars Outer Rim, bordure extérieure en français, serait peut-être un solo Star Wars story à mes yeux, à moi. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que ce jeu-là fait la job. C'est vraiment un très très bon jeu. Si vous n'avez pas Star Wars, ben c'est sûr que peut-être que ce ne sera pas votre tasse de thé. Mais quand même, il y a vraiment de quoi de le fun, parce que j'ai joué avec ma femme et ma femme m'a dit, ben tu sais, moi je ne serai pas Star Wars, mais j'ai quand même aimé mon expérience, puis j'ai quand même eu l'impression d'être un espèce de space cowboy qui se promène puis qui fait des livraisons de marchandises, Donc pour ça, c'était le fun, puis c'était vraiment agréable. C'est peut-être pas le genre de jeu, par contre, que je pense qui est idéal à 4. Peut-être 3 serait le chiffre parfait, parce que les tours de jeu sont très très longs. Entre les joueurs, on attend beaucoup, et surtout ce que les autres joueurs vont faire n'a pas nécessairement d'impact direct pendant que ce n'est pas notre tour. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup de manières à ce qu'on puisse utiliser le tour des autres joueurs pour changer nos plans à long terme. Mais vraiment, là, un superbe jeu Star Wars Outer Rim. Je vous recommande vraiment chaudement ce jeu-là. Je vais probablement faire une critique bientôt. J'avais dit que j'allais le faire d'ici les quelques semaines suivantes. Malheureusement, bon, il y a eu différents contextes, différentes circonstances qui ont fait en sorte que j'ai pas eu l'opportunité de faire pleinement ce que je voulais faire. Mais bref, Star Wars Outer Rim, je vous recommande vraiment ce jeu-là. Superbe jeu, très très le fun. Et pourquoi ne pas terminer mes expériences ludiques du mois de juin avec mon gros coup de cœur, The Lord of the Rings, The Card Game. J'ai commencé à jouer avec ma femme et je suis vraiment tombé dedans. J'adore le jeu. Il y a des petits clins d'œil tellement subtils, mais quand tu connais le récit du Seigneur des Anneaux, tu fais vraiment ah ouais, tu sais. Boromir, si c'était un personnage qu'on pouvait jouer dans un jeu, c'est ça qu'il ferait. Aragorn, c'est ça qu'il ferait, parce qu'il est capable d'être comme dans... En tout cas, je ne m'étalerai pas sur comment est-ce qu'on joue le jeu, parce que c'est un jeu qui est quand même, je dirais, le plus gros défaut de Lord of the Rings, de Card Game, c'est son approche. C'est comment est-ce qu'on fait pour commencer à jouer. Faut que tu joues avec quelqu'un qui connaît bien le jeu. Si tu joues pas avec quelqu'un qui connaît bien le jeu, tu veux juste jouer le jeu à partir du livre des règles, ça risque d'être vraiment difficile, parce qu'il y a quand même une vingtaine de pages dans le livre des règles. Mais dès qu'on commence à faire une partie après l'autre, qu'on commence à faire un round après l'autre, et bien tranquillement, le jeu commence à se révéler, et au-delà de ça, ça commence à devenir une deuxième nature, dans le fond, que ça devienne juste quelque chose d'instinctif, et c'est là qu'on commence à voir la profondeur puis l'extravagance de ce jeu-là à plein de niveaux. J'aime beaucoup comment est-ce que le jeu se révèle à nous autres, et au-delà de ça, à travers les scénarios, le côté deck building aussi, que c'est pas juste faire, ok, bon ben, je vais placer 3 personnages, on n'a pas encore touché beaucoup nos decks, mais j'ai vraiment hâte de le faire, de m'asseoir, puis juste de m'installer, puis de faire, ok, je vais jouer avec cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, pour construire un deck qui va parfaitement concorder avec le scénario vers lequel on s'en va. Le fait aussi que c'est difficile de gagner, moi, ça m'a vraiment, vraiment charmé. C'est niaiseux, mais j'aime pas ça gagner dans... En fait, c'est pas niaiseux, j'aime pas ça gagner facilement dans un jeu. Si un jeu m'offre une victoire, j'ai envie qu'elle soit surprenante, que ce soit quelque chose que j'ai travaillé fort pour. Et Lord of the Rings te dit ça, là. Tu sais, ça te dit, regarde, il va falloir que tu travailles fort, il va falloir que tu te prépares pour ta quête, pour ton scénario, pour être capable de pouvoir vraiment rentrer dans ce que le jeu, ce que je te demande de faire pour ce scénario-là. Et si tu passes à travers puis tu réussis, thumbs up, good job, tu l'as eu, great success. Mais sinon, j'ai vraiment, vraiment apprécié Lord of the Rings The Card Game. Et on a tellement de stock juste avec la boîte de base. Il y a quelques petites extensions à côté que je suis pas prêt à vouloir m'acheter tout de suite tout plein de stock. J'ai envie de juste de jouer avec ce que j'ai présentement dans ma boîte, de faire différents decks, etc. Et après ça, de me lancer dans des extensions si j'ai encore le goût. Mais pour l'instant, je suis tombé dedans. Et j'espère
rester dedans parce que c'est un jeu que j'adore, que je trouve qui est vraiment, vraiment bien à plusieurs égards et surtout qui dure. Ça fait longtemps que ça dure. Il y a plein d'extensions qui sortent à chaque année. Il y a plein de trucs qui sortent avec Lord of the Rings Card Game. J'espère vraiment pouvoir continuer à jouer à ce jeu-là et je serais prêt à vous le recommander, de vous acheter une boîte et de juste essayer de jouer à partir de ça. En plus, il est disponible en français. Donc, je vous le recommande vraiment chaudement. Et c'est ce qui conclut la portion jeu joué en juin 2019. Maintenant, on s'en va dans une note plus personnelle à moi. Juste pour vous mettre un peu en contexte, moi j'étais en arrêt de travail depuis environ le mois de février. On a eu énormément de rénovations aussi chez nous, donc du mois de février jusqu'à fin juin, dans le fond, j'étais en arrêt de travail parce qu'on avait des rénovations chez nous. C'était intense, c'était incroyable. On passait d'un Airbnb à un autre. En tout cas, vraiment, là, ça a été un gros moment très, très, très éprouvant pour moi. J'allais pas super bien non plus. Je me questionnais beaucoup sur ma job en tant qu'enseignant. J'avais vraiment de la misère à pouvoir voir le bout de tout ça. Et surtout, on avait tellement de choses qui se passaient dans nos vies, moi et ma femme. On avait juste un événement après l'autre qui venait vraiment nous amocher, nous donner des coups d'un côte continuellement. Je vous épargne beaucoup de détails simplement parce que là, on a beaucoup de choses qui ne sont pas encore pleinement réglées. Et là, quand le mois de mai est arrivé, bon, là, j'allais de mieux en mieux. On a eu l'opportunité de faire un voyage à Cuba, comme j'ai dit, donc ça a été super bien pour diminuer toute la tension de tout ce qui s'est passé, de tous les problèmes qu'on a eu via les rénovations et surtout, bon, de pouvoir décrocher, de pouvoir être ensemble. Et là, j'ai eu une belle surprise parce qu'on a pu conclure le voyage que j'allais pouvoir faire à Gen Con cet été avec notre partenaire imaginaire. Et encore une fois, c'est un partenariat qui est très réciproque. On apprécie beaucoup qu'est-ce qu'ils font, ils apprécient beaucoup qu'est-ce qu'on fait et on aime beaucoup faire affaire avec eux. Puis vraiment, c'est une belle boutique. C'est des gens qui sont derrière l'imaginaire. Oui, c'est une grosse business, mais ce sont des gens qui sont humains. C'est une boutique une fois qu'on commence à rentrer dedans, on commence vraiment à juste simplement se lier d'amitié avec les employés. C'est vraiment du monde qui sont super disponibles pour nous et surtout, il y a une variété de choses qui sont disponibles à l'imaginaire. Enfin bref, mais là, il m'est arrivé, ce mois-ci, dans le fond, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller faire un retour au cours de 2 semaines au travail. Parce que bon, je suis enseignant et là, les cours se terminaient la semaine passée, donc le 28 juin. Et je dois avouer, je vais être honnête avec vous, j'ai pas nécessairement vécu un bon retour au travail, simplement parce que, c'est la fin de l'année. C'est sûr certain que le contrat dans lequel j'étais là 1 mois dans le fond de janvier jusqu'à février. Donc j'ai pas eu nécessairement l'opportunité de pouvoir créer des liens avec les autres professeurs. Mais je veux en parler vraiment, puis je veux en parler parce que je pense que cette réalité-là peut toucher davantage de personnes que je puisse penser. Mais quand quelqu'un fait un retour au travail, par pitié, s'il vous plaît, accueillez-le. Je me suis pas senti accueilli, j'ai pas senti que les gens étaient intéressés. J'étais juste une espèce de, j'étais un pion. Puis c'est comme, j'ai tellement vécu d'affaires difficiles que au minimum, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait juste me dire, hey, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, quoi de neuf? J'ai pas eu l'opportunité d'avoir ça de la part de mes collègues, mais aussi de la direction. À un moment donné, là, c'est parce que je comprends là, qu'on a des obligations, je comprends qu'il y a des situations comme ça qui se passent dans nos vies, puis qu'on est on est surchargé par différentes affaires. Mais c'est pas parce que moi j'ai voulu être en arrêt de travail, c'est pas parce que j'ai voulu être dans cet état-là. J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes et ça aurait été le fun de sentir que bon, c'est pas grave, oui, ok, t'as pas été là toute l'année, mais regarde, au moins, là, t'es là, puis on va t'aider, on va te mettre au jus de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas eu ça. Et si vous avez des gens qui sont en arrêt de travail, qui font un retour, puis que vous autres, ça vous a comme mis beaucoup plus de charge sur les épaules, c'est dommage, mais en même temps, des fois, c'est pas nécessairement de la faute de cette personne-là qui est tombée en arrêt de travail. Et bref, je voulais vous partager un petit peu par rapport à ça, parce que je trouve que c'est important, d'être conscient de cette situation-là.
Donc voilà, je veux pas non plus tomber moralisateur, mais je pense que, tu sais, moi personnellement, ayant vécu cette situation-là, je pense que dans le futur, si j'ai à voir quelqu'un qui fait un retour au travail, surtout tard dans l'année comme ça, tu sais, c'est pas moi qui ai voulu faire un retour progressif au travail, tu sais, c'est mon médecin qui a dit, ben, tu sais, ça va te faire du bien de faire un retour progressif pour pas avoir comment passer tout l'été à rien faire, puis finalement retourner au travail, puis que là, ce soit comme une espèce de choc. C'est pas moi qui ai décidé ça. Puis, tu sais, si ça m'arrive dans mon milieu de travail, mais moi, je vais m'assurer au minimum, tu sais, de juste donner un petit coup d'épaule à cette personne-là, tu sais, dire hey, comment ça va, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, ok, telle affaire, bref. C'est comme un peu une responsabilité, je pense, commune des employés avec qui on travaille, de pouvoir donner la chance de réaccueillir une personne malgré toutes les circonstances qui se sont passées pendant l'année. Je pense que cette personne-là n'a pas à se sentir mise à part ou quoi que ce soit. Bref, c'est mon opinion personnelle et je ne veux pas blâmer qui que ce soit. Je veux pas que les gens commencent à porter le chapeau sur qu'est-ce que j'ai vécu ou comment est-ce que je me suis senti. Ça m'appartient à moi. Mais en même temps, je pense que c'est important que je le partage parce que peut-être ça peut changer. En fait, peut-être que vous sentez visé par ce que je dis. Mais chose certaine, c'est que si on n'en parle pas, il n'y aura jamais de changement. Donc, voilà. L'année passée, j'avais comme but, une fois que j'avais terminé mon bac en enseignement, d'aller faire un séminaire avec Patch Adams. Maintenant, Patch Adams, si vous ne le connaissez pas, c'est le premier docteur clown qui a commencé à avoir cette espèce d'opinion-là, d'extravagance-là par rapport à la santé et la médecine en général. Et ce mois-ci, ben, j'ai concrétisé un voyage que je vais pouvoir faire avec Patch Adams. Donc, je m'en vais là-bas du 16 au 23 août et je m'en vais faire un séminaire sur comment utiliser son corps puis qui nous sommes pour rendre les gens heureux. J'ai vraiment hâte et c'est quelqu'un qui me fascine, Patch Adams. Je crois que ce gars-là a compris quelque chose par rapport à la vie, mais aussi par rapport à la santé que bien des gens n'ont pas compris dans la vie. Pas que je veux dire que les autres ne comprennent rien, mais tu sais, c'est juste lui a catché quelque chose. Là. Il a compris de quoi. Puis j'ai envie de suivre un peu sa folie, son extravagance. Pour ceux qui me connaissent, ben ils voient tout de suite, ils pensent à Patch Adams, ils font comme Vince, je comprends pourquoi est-ce que Vince trippe bien gros dessus. Enfin bref, donc j'ai vraiment hâte d'aller rencontrer Patch Adams, de vivre cette expérience-là. Si ça vous intéresse d'ailleurs, ben pourquoi pas me dire, ben Vince, fais-nous donc une espèce de petit côté vlog, ça n'a pas rapport avec le jeu, mais en même temps, on parle de rire, on parle de joie, puis il y a de quoi te connecter au jeu quand même, c'est pas le jeu de société, mais en même temps, bref, si ça vous intéresse que je vous partage ça, après avoir fait l'expérience, ben dites-moi-le, puis ça me ferait plaisir de le faire. Alors voilà, c'est ce qui conclut le Quoi Neuf Vince du mois de juin 2019. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut, ça va vous faire du bien. Au-delà de ça, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Je le sais que c'est long, je le sais que c'est pénible, mais n'oubliez pas, il y a toujours dans la description des timestamps, des marqueurs de temps. Alors voilà, sur ce, c'était Vince de l'École du jeu et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.